D'abord, le temps. Le temps, c'est-à-dire être capable d'avoir une discussion sur les enjeux éthiques avec le comité d'éthique sans date butoir. Donc, dès le début de la planification du projet de recherche. Évidemment, aussi en considération, lorsqu'on parle de temps, on parle de ressources. Il faut bien distinguer les discussions, le dialogue continu concernant les enjeux éthiques et les procédures ou les renseignements administratifs pour bien suivre le déroulement du programme de recherche. Une autre condition, c'est la confiance. Plus on est en mesure de discuter, d'avoir un dialogue continu, plus on va créer un climat de confiance avec le comité d'éthique. Et ça, c'est bien important. Cette confiance-là est rattachée à l'expertise, aussi bien la capacité du chercheur de bien exprimer ou d'expliquer les enjeux rattachés à son projet et l'expertise des membres du comité d'éthique. La rencontre face à face aussi entre le chercheur et les membres du comité d'éthique qui donnent l'opportunité de répondre à des questions ou des aspects particuliers qui ont peut-être été moins bien expliqués dans les documents qui ont été soumis, et une harmonisation des normes. On voit que les normes d'encadrement et les procédures sont de plus en plus, j'irais jusqu'à dire lourdes, mais lorsqu'on les comprend bien, lorsqu'on comprend bien les raisons qui sous-jacentes et les conséquences de ne pas respecter ces normes-là, donc ça peut faciliter justement un bon encadrement et le déroulement d'un projet dans les bonnes règles. On a deux principes importants qui peuvent influencer ou qui peuvent même biaiser les résultats de la recherche. C'est d'éviter la douleur chez l'animal, le stress. Il faut savoir qu'un animal qui est infecté, il va en souffrir et ça va pas être bon pour son bien-être et que ça va être biaisé, les résultats de la recherche du chercheur vont être biaisés par le fait qu'il y ait une infection. Un des points éthiques les plus importants, c'est l'application des 3 R. Les 3 R pour remplacement, réduction et raffinement. Le remplacement, c'est que l'on demande au chercheur comment il justifie pourquoi il va utiliser des animaux plutôt que des alternatives. La réduction, j'ai diminué le nombre d'animaux, mais on va quand même considérer que statistiquement, il faut qu'il ait des résultats valables au niveau scientifique. Et puis raffinement, c'est qu'on va lui demander comment il va réduire la douleur. Et on utilise en fait des outils de travail qui sont les procédures normalisées de fonctionnement, dont le chercheur a accès à ça et ça lui permet de savoir quand est-ce que la douleur apparaît, par exemple, quel médicament je vais donner si mon animal souffre, par exemple. Le chercheur est donc responsable de l'aspect physique de la douleur et aussi de l'aspect mental. Il faut qu'il regarde s'il y a des troubles du comportement qui peuvent influencer sur ses résultats. Et c'est là où il est important qu'il sache les limites pour savoir si c'est vraiment scientifiquement valable ou pas. Tout ce qui concerne la gestion des matières dangereuses, c'est important que le chercheur ait une formation en déontologie qui sera donnée par différents comités, du personnel des différents comités de gestion des risques qu'on a à l'Université Laval. Étant donné qu'on parle de la sécurité, c'est vraiment au niveau de l'accès. Donc, on s'est surpris des personnes mal intentionnées qui, avec des matières dangereuses, pourraient faire des méfaits. Donc, c'est important, autant en ce qui concerne le personnel qui doit être présent dans vos locaux que les locaux en tant que tels, bien, de s'assurer que ce sont les bonnes personnes qui sont aux bons endroits. Il y a un guide qui est en préparation, qui va être publié là, et que les chercheurs vont être invités à prendre connaissance là, pour expliquer de façon en développement durable et surtout en sécurité en laboratoire, là, toutes les bonnes pratiques, là, incluant quand un chercheur arrive, qu'est-ce qu'il doit faire, quand il quitte, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Donc, s'il y a un message qui est important à retenir, c'est qu'on est là pour aider les chercheurs, vraiment, là, que ce soit nos spécialistes ou les comités. On est là, non pas pour leur mettre des bâtons dans les roues, mais des personnes ressources pour les aider là, dans leur cadre de leurs travaux de recherche. Par la conduite justement sécuritaire et éthique, on vise avant tout à éviter que surviennent certaines situations. Par exemple, une perte de disponibilité de l'information, qu'elle soit partielle ou totale, par exemple par un effacement des données, qui peut conduire après ça à une non-réalisation de la recherche, que ce soit
pour éviter une perte d'intégrité de l'information, que ce soit parce que les accès relativement à ces données-là sont trop souples et qu'il y a eu une altération des données, bien, ça peut conduire aux chercheurs à des résultats même, on pourrait dire, faux, donc affecter la validité de la recherche. Puis, pour finir, on pourrait aussi penser à toutes les conséquences d'une perte de confidentialité. Puis lorsqu'on parle de confidentialité, on pense aux renseignements personnels, mais il n'y a pas juste ces renseignements-là. Il y a des données aussi qui sont sensibles, qui peuvent être d'intérêts commerciaux ou d'autres natures. Au final, s'il y a un bris de confidentialité, c'est sûr que ça peut affecter que ce soit la réputation du chercheur, de l'institution, et possiblement même la relation de confiance entre ce chercheur-là et ses participants, qu'il s'agisse d'individus ou même d'entreprises. Mais aussi les nombreux emplacements sur lesquels ces données-là vont se retrouver par rapport à nos technologies. Qu'il s'agisse d'une tablette, d'un téléphone intelligent, d'un portable, mais aussi dans les différentes boîtes de courriel. Tous ces emplacements sont à sécuriser pour assurer justement les ententes et la sécurité qui a été prévue pour ça. Pour en arriver à faire des choix judicieux, au même titre que d'autres connaissances relativement à la recherche, le chercheur doit aussi parfaire ses connaissances dans les outils et dans les technologies qu'il utilise pour être conséquent dans ses choix, dans son utilisation et pour, au bout du compte, s'assurer d'une conduite sécuritaire et éthique. Il faut s'assurer d'avoir une bonne communication avec les professeurs et les chercheurs, ainsi que les partenaires. Il faut s'assurer du respect de la structure qui avait préalablement été établie lorsqu'on a fait nos dépôts de demande de subvention. Et également, il faut être très transparent dans les actions que l'on pose lorsqu'on fait la recherche. On a de la facilité à aller chercher des professeurs, des étudiants qui sont intéressés à venir travailler avec nous parce qu'ils savent qu'ils ne s'en vont pas faire juste un projet de recherche avec un professeur, mais qui ont accès à plein de partenaires industriels, plusieurs chercheurs qui sont dans différents milieux, puis c'est vraiment dynamique. Puis également, nos partenaires, pour eux, quand ils viennent participer à nos activités, c'est pas nécessairement pour se compétitionner un et l'autre. Ils sont tous là dans un même but, c'est de permettre d'être plus compétitifs pour tout ce qui a trait à l'industrie des produits forestiers. C'est également important de savoir est-ce que les résultats de la recherche vont être atteints. Donc, il y a tout l'aspect financier qu'il faut suivre, mais il y a également des outils d'indicateurs de performance qu'on a développés pour aider les partenaires à leur démontrer que, bien qu'on soit un gros centre de recherche, qu'on a plus de 40 à 50 projets de recherche qui roulent en même temps, les projets vont être bien réalisés puis les objectifs vont être atteints.